sur ce sujet. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Quelques mots à mon tour pour vous saluer, vous dire le plaisir que j'ai à vous retrouver après cette interruption des travaux parlementaires et plaisir aussi à venir évoquer et échanger avec vous au sujet du rapport relatif à la préfiguration de France Travail que m'a remis Monsieur le Commissaire il y a maintenant une quinzaine de jours, qui est en ligne, que vous avez pu, si vous le souhaitiez évidemment, consulter avant cet échange. Peut-être un mot sur le contexte dans lequel ce rapport a été commandé, sur la concertation qui a prévalu pour son élaboration et sur les pistes que le rapport propose, avec, pour conclure, ce vers quoi le gouvernement proposera au Parlement d'aller. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, lorsque nous évoquons la question de l'emploi et cet objectif de plein emploi, c'est pour la première fois depuis extrêmement longtemps un objectif qui est atteignable. Atteignable parce que l'économie française a créé 1 700 000 emplois au cours des presque 6 dernières années, que le taux de chômage est passé de 9,5 à 7,1%, avec évidemment des disparités territoriales. Atteignable aussi parce que ce nombre de créations d'emplois, à hauteur d'1 700 000, a été réalisé malgré le contexte que nous avons connu, et notamment les freins à l'activité imposés par la pandémie et par les périodes de confinement. C'est aussi, il faut le souligner, un emploi qui s'améliore en qualité. J'ai eu l'occasion de le dire rapidement tout à l'heure lors des questions au gouvernement, mais les derniers chiffres dont nous disposons pour l'année 2022 montrent une augmentation significative de la part des premières embauches en contrat à durée indéterminée et montrent aussi que, globalement, en stock, si vous me permettez cette vilaine expression, nous avons une part de l'emploi en France en CDI qui a augmenté et qui bat même des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis plusieurs années. Cela s'accompagne d'une augmentation du taux d'emploi. Et là aussi, nous avons un taux d'emploi qui a dépassé les 68,5%. Cela concerne les Français âgés de 15 à 64 ans, donc considérés au sens statistique du terme comme étant en âge de travailler. Et c'est un taux, 68,5%, que nous n'avions pas atteint depuis la création de cet indice en 1975. Et lorsqu'on compare avec ce que nous connaissions avant, nous considérons que c'est un taux qui n'avait été atteint qu'en 1972, et donc il y a un peu plus d'un demi-siècle désormais. Comment est-ce qu'on peut atteindre le plein emploi ? Si nous considérons que le plein emploi est autour de 5%, ce qui est généralement et au vu du caractère structurel du chômage dans notre pays, l'objectif qui est retenu par l'immense majorité des observateurs, il faudrait que dans les années qui viennent, et pour tenir l'engagement pris par le Président à l'échelle du quinquennat, d'ici 2027, créer 710 000 emplois, que l'économie crée 710 000 emplois. Et si nous voulons avoir une vision plus large, en considérant non pas le seul chômage, mais le halo du chômage, il faudrait même atteindre la création de 1 300 000 emplois. Ça dépend évidemment de l'activité économique, et ça dépend aussi de notre capacité à raccompagner vers l'emploi ou à accompagner vers un premier emploi ceux qui aujourd'hui en restent éloignés. Je dis accompagner ou raccompagner car si nous avons un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne européenne et même supérieur à la moyenne haute européenne, à 7,1% au dernier trimestre de 2022, nous avons malgré tout des difficultés de recrutement importantes. Nous estimons qu'environ 400 000 emplois, c'est une estimation de la DARES, seraient aujourd'hui vacants, ou en tout cas en attente de candidats. Et toutes les entreprises disent ces difficultés de recrutement. Nous avons dressé, de manière très synthétique évidemment, un diagnostic en 3 points pour expliquer ce déséquilibre entre un marché de l'emploi qui est tendu en termes de recrutement et le maintien d'un taux de chômage supérieur encore à 7%, qui, même s'il a beaucoup baissé, reste un taux de chômage élevé. La première cause identifiée tient à une différence, une disparité entre les compétences des demandeurs d'emploi et les compétences requises par les entreprises qui recrutent. Disparité des compétences qui peut être liée à un déficit de compétences dans certains domaines, de manière globale, qui peut aussi être liée à un problème d'allocation territoriale, c'est-à-dire la présence de personnes qualifiées sur un territoire où les emplois créés ne correspondent pas aux compétences dont les personnes disposent, et inversement, d'autres territoires où les qualifications ne correspondront pas non plus. C'est tout l'objet du plan d'investissement dans les compétences, 15 milliards d'euros depuis 2018, et l'explication de la volonté du gouvernement de reconduire avec les régions une contractualisation sur plusieurs années en matière d'investissement dans les compétences, avec des objectifs sur lesquels je pourrais revenir si vous le souhaitez, notamment en termes d'élargissement du public éligible ou d'accompagnement des plus éloignés de l'emploi par le développement de formations autour des connaissances de base. Il y a un deuxième facteur d'explication qui concerne les modalités de fonctionnement de notre système d'assurance chômage
Et cela a donné lieu à de vifs débats à l'automne dernier, mais nous considérons que la loi publiée le 22 décembre 2022 apporte des réponses à cette difficulté et que si elles ne sont pas traitées aujourd'hui, elles peuvent l'être par la mise en œuvre des dispositions de la loi du 22 décembre. Puis enfin, il y a une troisième explication, un troisième facteur qui concerne l'efficacité même de notre service public de l'emploi. Quand je dis service public de l'emploi, je ne parle pas que de Pôle emploi. Je parle de l'ensemble des acteurs qui, à un titre ou à un autre, et pour l'immense majorité d'entre eux aussi, avec la meilleure volonté du monde, concourent au service public de l'emploi. Problème à la fois de lisibilité, de coordination, d'atomicité, si vous me permettez cette expression, qui rendent parfois notre système d'aide à l'emploi particulièrement complexe et qui peuvent expliquer aussi des ruptures de parcours ou des difficultés. C'est dans ce contexte-là et avec ces trois diagnostics posés que la mission que j'ai confiée à Monsieur le Haut-Commissaire a été lancée le 13 septembre dernier. Depuis, ce sont 8 mois de concertation, 8 mois de réunions ici, quand je dis ici, c'est à Paris, mais aussi dans tous les territoires, avec l'ensemble des publics et des acteurs concernés. Demandeurs d'emploi, chefs d'entreprise, conseillers de Pôle emploi, professionnels et permanents des différentes structures qui participent à ce service de l'emploi, agences et entreprises de travail temporaire, appareils de formation, pour à la fois partager ce diagnostic, partager les modalités, voir ce qui marche et voir ce qui ne marche pas non plus. Le rapport m'a été rendu le 17 avril dernier. Il a été présenté au comité des parties prenantes que je présidais pour sa 4e réunion, le 19 avril dernier. Je tiens à souligner, parce que c'est heureux et utile, je crois, lorsqu'on travaille sur de tels sujets, que si l'ensemble des parties prenantes ne partagent pas évidemment la totalité des propositions, des 99 propositions, toutes les parties prenantes ont souligné à la fois la qualité de la concertation, la qualité du travail, mais aussi dit combien ils partageaient les grandes orientations telles qu'elles sont posées. Un certain nombre d'entre eux ont fait part de vigilance, de points d'attention, de demandes de clarification, et c'est très logique. Le rapport tel que vous avez pu en prendre connaissance fixe 10 principes, et je dis d'emblée que le gouvernement souscrit aux 10 principes proposés par Monsieur le Haut-Commissaire, et il porte 99 propositions, avec pour ces propositions qui déclinent les 10 principes, évidemment un soutien global de la part du gouvernement, même si nous ne reprendrons pas la totalité des 99 propositions telles qu'elles sont formulées, puisque d'ici à la présentation devant le Parlement d'un projet de loi permettant de formaliser ces engagements, il y a un certain nombre de concertations qui continuent, certaines ouvertes depuis très longtemps avec les associations d'élus, d'autres qui vont être ouvertes de manière plus formelle, si je puis dire, dans le cadre de l'application du Code du travail avec les partenaires sociaux, même si tous ont été consultés et partie prenante des discussions initiées par Thibault Gullet au cours de ces 8 derniers mois. Que propose le rapport et qu'est-ce que nous soutenons de ce rapport en termes de grandes orientations? D'abord, la volonté de transformer et d'améliorer le service public de l'emploi. Donc, de travailler sur une meilleure coordination, un meilleur partage des informations, d'éviter les doublons et ainsi de participer à limiter les risques de rupture de parcours. Pôle emploi deviendra, si le Parlement l'accepte, bien sûr, France Travail, l'opérateur principal du service public de l'emploi, avec à la fois les missions que Pôle emploi remplit aujourd'hui, mais aussi des missions au service de tous. Service de tous sont des missions en termes de conception et de partage, j'insiste sur le mot partage, des systèmes d'information pour que chacun des acteurs puisse y avoir accès de manière horizontale. Conception et partage aussi d'un certain nombre de communs numériques, pour ces barbarismes qui sont utiles si on souhaite avoir un suivi véritablement complet de l'ensemble des demandeurs d'emploi ou des allocataires du RSA. Les missions locales sont évidemment des acteurs particulièrement investis dans ce schéma, comme opérateurs spécialisés et même acteurs central de la politique d'emploi, de formation pour les plus jeunes, de même que Cap Emploi et l'opérateur spécialisé pour les travailleurs ou les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Nous travaillons de manière étroite aussi avec les régions pour les questions relatives à la formation ou aux politiques d'emploi et avec les départements pour la question de l'insertion, mais j'y reviendrai pour ce qui concerne les allocataires du RSA. L'objectif est que Pôle emploi soit avant tout un réseau. Ça n'est pas un big bang institutionnel. Il est hors de question de fusionner les missions locales avec Pôle emploi, de fusionner je ne sais quel acteur avec Pôle emploi devenu France Travail. Mais si Pôle emploi devient France Travail et opérateur principal, c'est avant tout une mission de coordination, de partage et d'orientation avec l'ensemble des acteurs que nous voulons dans ce réseau France Travail. Il est parfois évoqué le fait que les missions locales deviendraient France Travail Jeunes et que Cap Emploi deviendrait France Travail Handicap. Je ne forcerai personne à changer de nom.
C'est une idée qui a été évoquée pendant la concertation. Et si les missions locales souhaitent adopter ce vocable, elles en seront libres. Si elles souhaitent sous-titrer leur propre titre pour signifier leur appartenance au réseau France Travail, elles en seront libres pour marquer cette appartenance au réseau, mais nous n'imposerons rien en la matière, je tiens à le souligner d'emblée. Pour ce qui concerne la question de la gouvernance, c'est le deuxième point que je souhaitais aborder rapidement devant vous. C'est un des principaux changements que nous proposons, puisque notre objectif est de faire en sorte qu'il y ait un opérateur principal, qu'il y ait un réseau, mais que l'animation du réseau, la détermination des priorités, soit l'objet d'une gouvernance qui soit très partagée. Quadripartite, d'une certaine manière, avec les partenaires sociaux, les régions, les départements et l'État au niveau national, que ce soit un copilotage région-État au niveau régional et département-État au niveau départemental. Et puis nous savons qu'un certain nombre d'aspects de la gouvernance seront à un niveau infradépartemental et nous considérons, c'est ce que propose le rapport, que les élus locaux doivent pouvoir déterminer quel est le niveau de collectivité le plus à même d'assurer le copilotage avec l'État. Bien souvent, ce sont les sous-préfets qui animent ces comités d'emploi pour avoir une politique de l'emploi qui soit la plus cohérente possible. Et donc, c'est vraiment une volonté de partage de cette gouvernance avec les collectivités et au niveau national, bien sûr, avec les partenaires sociaux. Nous avons quelques priorités. D'abord, assurer un meilleur suivi des demandeurs d'emploi et une meilleure efficacité de notre service public de l'emploi. Quelques exemples, mais aujourd'hui, par exemple, nous avons un système qui est assez automatique et parfois figé, dans le sens où un demandeur d'emploi qui est inscrit dans une catégorie, quand je dis catégorie, ça n'est pas ABC au sens des catégories DEFM, mais une typologie de demandeurs d'emploi. Certains sont suivis, certains font l'objet d'un accompagnement intensif, d'autres font l'objet d'un accompagnement particulier. En réalité, une fois que vous êtes inscrit chez Pôle emploi dans une des catégories, suivi ou guidé, vous y restez. Il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de perméabilité entre telle ou telle catégorie. Et en réalité, si vous êtes considéré comme tout à fait apte et en situation de retrouver un emploi facilement, et que malheureusement, pour une raison ou pour une autre, vous restez longtemps sans emploi, vous restez dans la catégorie, aux yeux de notre administration de l'emploi, de ceux qui n'ont pas besoin d'un suivi intensif. Alors qu'au bout d'1 an, 18 mois d'inactivité, vous pouvez évidemment avoir besoin d'un suivi plus intensif que lorsque vous avez réalisé votre première inscription. Nous voulons quelque chose de moins automatique aussi pour ce qui concerne les régimes de sanctions applicables aux demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, de manière automatique, l'absence à un premier rendez-vous peut entraîner la radiation d'un demandeur d'emploi. Nous considérons qu'il y a lieu de personnaliser et de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, de contexte, pour faire en sorte que ce système de sanctions soit souple, soit efficace et utile quand c'est nécessaire, mais n'ait pas un caractère aussi automatique que celui que nous pouvons connaître aujourd'hui. De la même manière, nous souhaitons un meilleur suivi et donc plus d'individualisation, ce qui nous interrogera bien sûr sur les moyens et la taille des portefeuilles des conseillers en matière d'emploi. Nous souhaitons la même chose pour les entreprises et pour celles et ceux qui recrutent, parce que bien souvent, les difficultés, le manque de lisibilité que connaissent les demandeurs d'emploi est connu et perçu de la même manière par les chefs d'entreprise qui recrutent. Et là aussi, c'est un gros travail que nous voulons faire pour améliorer les prestations de Pôle emploi, devenu France Travail, mais de l'ensemble du réseau au service des chefs d'entreprise. Nous voulons évidemment transformer et continuer à transformer, à améliorer, pas transformer, sur la question des compétences. C'est l'objet du renouvellement du plan d'investissement dans les compétences que j'ai évoqué et des changements que nous voulons lui apporter, notamment en rendant les formations ouvertes et en rendant éligibles aux formations proposées les demandeurs d'emploi ayant un diplôme jusqu'à Bac+2. Aujourd'hui, c'est jusqu'au niveau Bac. Et nous savons que des demandeurs d'emploi ayant le Bac, mais n'ayant pas réussi à franchir le cap des études supérieures, se retrouvent dans une situation de difficulté devant l'emploi qui nécessite des formations professionnalisantes. De la même manière, nous souhaitons, dans le cadre de la contractualisation avec les régions, que la question de l'électronisme, que la question de l'illettrisme, de la maîtrise des savoirs de base soit une des priorités de ces conventions, puisque c'est une première marche vers l'emploi pour celles et ceux qui en sont le plus éloignés. Ce sont là les principales priorités. Il y a évidemment une priorité toute particulière, et c'est peut-être celle qui fait le plus débat aujourd'hui, en tout cas dans ce que je peux lire comme article ou entendre comme sujet de radio ou de télévision, qui concerne les allocataires du RSA. Aujourd'hui, le constat que nous faisons est le suivant, et ce n'est pas un constat positif de manière collective, si je puis dire. Nous n'avons que 40% des allocataires du RSA qui sont inscrits chez Pôle emploi. Je sais, nous savons tous que tous les allocataires du RSA ne sont pas en capacité
de trouver un emploi immédiatement. Mais s'il n'y a pas d'inscription auprès de Pôle emploi, demain France Travail, il y a plus de difficultés pour qu'il y ait un suivi et un projet professionnel pour les mêmes. Nous savons, et c'est peut-être plus grave encore, que 17% des allocataires du RSA ne font l'objet d'un suivi par aucune structure. C'est-à-dire qu'ils perçoivent l'allocation qui leur permet de survivre, mais ils ne sont inscrits, ils ne sont suivis par aucune structure d'accompagnement. Ça représente 340 000 personnes. Et derrière ce chiffre de 17%, ce ratio, il y a en réalité de grandes inégalités, puisque dans une quinzaine de départements, ce sont 30% des allocataires du RSA qui ne sont affectés, suivis par aucune structure d'accompagnement en matière de suivi professionnel. Nous savons que seulement 53% des allocataires ont signé un contrat d'engagement réciproque, qui est pourtant prévu par la loi, tant celle créant le RMI que celle le transformant en RSA. Et nous savons enfin que moins de la moitié d'entre eux, tout confondu, Pôle emploi et autres intervenants, bénéficient d'un suivi professionnel, alors que l'immense majorité, c'est très heureux, et c'est heureux ainsi, bénéficie d'un suivi social. Donc notre objectif est évidemment que le suivi social soit présent, mais que le suivi professionnel soit la règle de manière extrêmement adaptée. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que, dans le cadre du programme RSA, du RSA et des parcours de retour à l'emploi, il puisse y avoir entre 15 et 20 heures d'activité par semaine sur le modèle des contrats engagement jeunes. Ça ne se fera pas en claquant des doigts et ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce que ça nécessite le déploiement d'une offre de formation, d'une offre d'insertion adaptée à chacun des allocataires du RSA sur l'ensemble du territoire. Nous commençons quelques expérimentations avec 18 départements, et donc avec autant de bassins d'emploi. Et ensuite, il faudra pouvoir le généraliser de manière progressive, avec l'élargissement d'abord d'un bassin vers l'ensemble du département, puis l'intégration progressive des différents départements dans le dispositif. Je dis progressif parce qu'il faut des structures, parce qu'il faut des activités, et nous avons aujourd'hui un peu moins de 2 millions d'allocataires du RSA. Nous savons qu'entre le 31 décembre 2023 et le 1er janvier 2024, des modalités de suivi intensif ne pourront pas être mises en place en un si bref délai pour la totalité. Quelles sont ces 15 à 20 heures d'activité ? Ça n'est ni du travail gratuit, ni du bénévolat obligatoire. Quand il y a travail, il y a contrat de travail, il y a rémunération. Ce sont des activités d'accompagnement, d'insertion, sont des activités de remobilisation. Et dans le rapport, à la fin du rapport, vous trouverez des exemples de référentiels d'activités. Et je souhaite, évidemment, que les expérimentations avec les 18 départements partenaires de ces expérimentations nous permettent d'avoir de nouvelles modalités et de bonnes pratiques, finalement, à partager. Ça peut être des choses très classiques, de la formation, des ateliers de réponse à des offres d'emploi, de rédaction de CV. Nous connaissons tout cela. Ça peut être aussi des activités et un parcours personnalisé pour lever des freins à la mobilité, des freins au logement, des freins liés à la garde d'enfants. Ça peut même être, et heureusement dans un nombre de cas moins important, des activités qui permettent de résoudre des problèmes de santé, puisque la santé peut évidemment être un frein à l'emploi lorsqu'il n'y a pas de prise en charge ou des difficultés de prise en charge. Donc nous sommes très loin, vous le voyez, du travail obligatoire, du travail gratuit ou du bénévolat obligatoire, mais plus dans des activités d'accompagnement, convaincus que l'accompagnement permet ce retour vers l'emploi. Je rappelle que pour ce qui concerne cet aspect sur le RSA, nous sommes véritablement dans une approche en 3 points. D'abord en rappelant que nous avons la chance d'être dans un pays où il existe un revenu de subsistance qui est accessible à celles et ceux qui sont privés de ressources, le RSA, que la puissance publique, au sens le plus large du terme, doit assurer l'offre adaptée d'insertion et de formation. Je prends souvent cet exemple, mais il est parlant et il illustre ce que nous voulons faire. Lorsque vous avez à accompagner une mère célibataire avec 3 enfants ou 2 enfants, vous ne leur proposez pas une formation ou des activités d'insertion de 17 à 20 heures. Ou alors, il faut prévoir le mode de garde qui va avec. C'est ce que j'appelle l'adaptation de l'offre d'insertion et d'accompagnement. Et enfin, un 3e point, qui est que lorsqu'il y a une offre adaptée sur le territoire sur lequel vous vivez, nous sommes dans la logique du contrat d'engagement réciproque, qui est la logique du RMI depuis 1988, avec la possibilité de sanctions. Les sanctions, elles existent. La loi de 1988 prévoit déjà la possibilité, et elle est mise en œuvre par beaucoup de départements, de radiation, de suppression des droits. Et ce que nous proposons, c'est de créer une 2e sanction intermédiaire de suspension, c'est-à-dire moins forte que la radiation, puisque très facilement réversible à la main de celles et ceux qui accompagnent, et évidemment dans le cadre des compétences exercées aujourd'hui par le président du département. Quelles sont les suites et quels sont les jalons calendaires que je souhaite évoquer devant vous et que le gouvernement souhaite envisager ? Au-delà de ce que je dis sur France Travail, vous le savez, j'ai eu l'occasion de le rappeler il y a quelques minutes en séance,
nous aurons à proposer au Parlement un premier texte concernant le champ du travail qui portera transposition de l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. J'aurai l'occasion de présenter ce texte en Conseil des ministres à la toute fin du mois de mai ou au tout début du mois de juin. C'est simplement une question d'agenda et de calendrier. Nous aurons ensuite à vous proposer un texte portant la création de France Travail avec 3 priorités pour nous. La création de la structure et sa réforme, la question de la gouvernance et la question de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du RSA, tant sur la question du contrat d'engagement et ses contreparties que sur l'élargissement des critères d'éligibilité aux formations dispensées dans le cadre du PIC. Nous aurons aussi, je le dis, même si ça ne concerne pas nécessairement, quoique notre point sur le rapport aujourd'hui, l'inscription dans ce projet de loi des mesures concernant l'emploi que le président de la République a annoncé à l'occasion de la conférence nationale du handicap et que ma collègue Geneviève Darrieussecq a rappelé il y a aussi quelques minutes. Et puis, il y a d'autres sujets qui relèvent du dialogue social, bien éloignés de ce que j'évoque à propos de France Travail, des sujets qui peuvent faire l'objet de négociations, comme le président de la République l'a indiqué, et la Première ministre a dit, dans le cadre de la présentation de la feuille de route du gouvernement, qu'à la fin de l'année 2023, au début de l'année 2024, il faudra prévoir un 3e projet de loi pour permettre la transposition des accords dont nous souhaitons qu'ils soient adoptés par les partenaires sociaux entre aujourd'hui et la fin de l'année 2023 sur des sujets qui restent à préciser puisque ça relève de l'agenda social que nous leur avons proposé d'élaborer ensemble. Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais dire au début de cet échange en commission. Je vous remercie d'avoir accepté que m'accompagne Monsieur le Haut-Commissaire, car sa présence me sera très utile pour répondre à un certain nombre de questions, notamment sur la manière dont il a lui-même conduit la concertation et l'élaboration du rapport, en lui redisant devant vous mes remerciements pour la qualité du travail qu'il a accompli avec ses équipes. Très bien, merci bien, Monsieur le ministre.